Le journal Henri Ochocho. Il est 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Début de semaine difficile pour le Togo dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour ce lundi, le pays a enregistré la mort d'un nourrisson de 10 mois et 29 nouveaux cas confirmés, portant à 330 le nombre des cas positifs que connaît le Togo. Face à l'avancée de cette pandémie, l'association des étudiants togolais boursiers en France se mobilise. Lutte contre la vente des produits illicites au Togo. Une trafiquante de produits pharmaceutiques illicites dans les mailles de la police. Elle a été présentée ce matin à la presse. Programme des 100 jours en RDC en attendant la comparution lundi prochain de Vital Kamere. Son neveu Daniel Massaro, recherché depuis un mois, a été retrouvé et remis hier lundi à la justice. L'homme est supposé avoir servi d'entremetteur entre son oncle et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal dans une transaction en rapport avec la construction pour le compte de l'État congolais de maisons préfabriquées. Et puis sport football, le président de la Liga espagnole, favorable à la reprise du championnat, espère prendre exemple sur le championnat allemand. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. L'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment de capitaux a présenté ce mardi à Lomé une trafiquante de produits pharmaceutiques illicites. Il s'agit d'une commerçante de nationalité togolaise disposant d'une boutique au grand marché d'Adaolato à Lomé. Un reportage de Yakubu Warabou présenté par Edouard Souno. La dame d'une quarantaine d'années a été interpellée le 15 mai dernier avec 274,43 kg de produits pharmaceutiques illicites composés de 50 628 comprimés et gélules, puis 636 boîtes de crème, de poudre et de gel. Ces produits fabriqués par des laboratoires fictifs passent par des circuits illicites. Il faut rappeler que le Togo s'est lancé depuis dans la guerre contre les faux médicaments. En rappel, le pays a abrité en janvier dernier un sommet consacré à la lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique. L'initiative de Lomé avait pour but de criminaliser le trafic illicite des produits médicaux, mutualiser les efforts dans la lutte contre ce fléau et la mise en place des mécanismes de suivi. Moustapha Mijiyawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous, chefs d'État et de gouvernement africains, réunis à Lomé le 18 janvier 2020, conscients de la gravité et de l'urgence du problème que pose le trafic des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, constatant que ce trafic touche particulièrement le continent africain, par le fait que le trafic des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés continue de croître et cause de graves dommages sanitaires dans les pays africains, constatant que le trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés résulte, entre autres facteurs, de l'absence ou de difficultés d'application de pénalisation de ce trafic dans les États africains. Nous avons décidé de lancer une initiative africaine pour lutter contre ce trafic et assurer à nos citoyens un accès à des médicaments de qualité. Les produits transitent également au Togo vers d'autres pays, empruntant les voies maritimes, terrestres, aériennes et par le biais des sociétés de convoyage de colis. Nous le disions en titre, début de semaine très difficile pour le Togo dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour ce lundi, le pays a enregistré la mort d'un nourrisson de 10 mois et 29 nouveaux cas confirmés, portant à 330 le nombre des cas positifs que connaît le Togo. Face à l'avancée de la pandémie, l'association des étudiants togolais boursiers en France, AMP Togo, et l'association des étudiants en médecine et en pharmacie du Togo se mobilisent. Les deux associations sont en campagne de sensibilisation depuis hier et ce pour une semaine sur l'ensemble du territoire national. Geneviève Pognon.
Effectivement, face à la progression de la pandémie au nouveau coronavirus dans le pays, alors qu'on observe un relâchement dans les comportements, les deux associations sœurs mènent des actions de prévention. Objectif, faire comprendre l'importance des mesures barrières aux populations. Lancée lundi 18 mai à Lomé, la campagne de sensibilisation de prévention se poursuit jusqu'au 23 mai prochain. Elle va couvrir l'ensemble du pays. 16 étudiants munis de mégaphones, de haut-parleurs, etc. ont parcouru le marché de Toti, de Redjanawe et 5 autres marchés de Lomé pour la première journée de leur sortie. Ils ont expliqué aux commerçants ainsi qu'aux visiteurs la nécessité de respecter et d'adopter les mesures barrières. Au même moment, une autre équipe aurait sillonné les villes de Kara et Ketao au nord du pays. Ce mardi, la campagne de sensibilisation se poursuit. Ces jeunes engagés se rendent à Aneho, à Goudrafort, Bogan, Sokodé et Bafilo. Demain mercredi, ce devrait être le tour d'autres contrées, notamment Tabligbo, Vogan, Akumape, Haote, Bassar, Niamtougou et Défalé. On rappelle qu'à ce jour, le bilan officiel sur le coronavirus fait état de 330 cas positifs recensés depuis mars avec 106 guéris et 12 décès. Le journal Henri Ochocho. 12h37 sur les antennes de Radio Lomé. L'actualité internationale à présent, la Cour d'appel de Cotonou a rendu son verdict ce mardi dans l'affaire du journaliste d'investigation Ignace Sossou. Il est condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes, ainsi qu'à une amende de 500 000 francs CFA. La Cour infirme la condamnation de 18 mois de prison ferme prononcée le 24 décembre 2019 pour cyberharcèlement. Ce jugement faisait suite à une plainte du procureur de la République qui a jugé que le journaliste avait déformé ses propos dans 3 tweets publiés lors d'un atelier organisé par CFI sur l'intox dans l'information. Maître Brice Houssou, un des nombreux avocats de Ignace Sossou, s'est dit très déçu. Selon lui, Ignace Sossou devrait sortir de prison le 24 juin 2020. Programme de 100 jours en RDC en attendant la comparution lundi prochain de Vital Kamerhe. Son neveu, Daniel Massaro, recherché depuis un mois, a été retrouvé à la fin de la semaine dernière et remis hier lundi à la justice. Selon une source de la police, il se cachait dans une ferme située à la périphérie de Kinshasa, à l'est de la capitale. Bénédicte Kanda. C'est là que les agents de l'ordre sont allés le dénicher vendredi. Et c'est lundi, en fin d'après-midi, que Daniel Massaro a été transféré au parquet de Kinshasa Matete. Il vient d'y passer la nuit. Ce mardi, il sera entendu par un magistrat, expliquent d'autres sources dans les couloirs du parquet. Neveu de Vital Kamerhe, l'homme est supposé avoir servi d'entremetteur entre son oncle et l'homme d'affaires libanais Sami Djamal dans une transaction en rapport avec la construction pour le compte de l'État congolais de maisons préfabriquées. Vital Kamerhe et Sami Djamal et Mouiman Tolé, le responsable import-export de la présidence de la République, sont poursuivis dans cette affaire pour détournement des deniers publics. Il s'agit d'environ 50 millions de dollars américains selon l'accusation. Aujourd'hui, Daniel Massaro n'a pas d'avocat. Maître John Kaboto, qui assure la défense de Vital Kamerhe, soutient que le neveu du chef de cabinet présidentiel n'est pas encore informé des faits qui lui sont reprochés. Massaro serait-il lié au détournement des deniers publics? Il le saura certainement à l'issue de l'interrogatoire avec un juge ce mardi. Par ailleurs, la 5e demande de liberté provisoire, introduite par le directeur de cabinet du président de la République, a été rejetée. Vital Kamerhe devra donc rester en prison. Merci à toi, Bénédicte Kanda. Demain mercredi, le génocidaire présumé Félicien Kabouga doit comparaître devant la justice française en vue de son transfert à l'arrêt où l'attendent les juges du tribunal pénal international TPI. Félicien Kabouga, qui a été arrêté le samedi 16 mai dans un appartement aux portes de Paris et est considéré comme le financier du génocide rwandais de 1994. Au Burundi,
pays pendant ce temps, à la veille du triple scrutin de demain mercredi, dont une présidentielle, en l'absence du président sortant Pierre Nkurunziza, la société civile en exil tire la sonnette d'alarme. Elle dit craindre que le pays soit de nouveau le théâtre de violences post-électorales comme en 2010 et 2015 et en appelle à la responsabilité des forces de l'ordre et de la justice. Dans le pays, la tension n'a cessé de monter entre les deux principales forces politiques du pays, le CNDD-FDD au pouvoir et son candidat, le général Évariste Ndayishimiye, et le principal parti de l'opposition, le CNL, représenté par Agassam Raoussa. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports pour boucler cette édition. La reprise de la Bundesliga ce week-end pourrait inspirer certains, alors que plusieurs championnats européens sont encore dans l'expectative. Nikez Topa. C'est en tout cas ce qu'espère Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, et il ne s'en cache pas. Il est largement favorable à une reprise du championnat espagnol et a avancé la date du 12 juin pour un retour à la compétition. Après avoir repris les entraînements individuels, les clubs ont reçu l'autorisation pour des séances collectives à partir de ce lundi. Et alors que le pays connaît un confinement différencié selon les régions, ces autorisations se feront pour l'ensemble des clubs. Il est très important que toutes les équipes puissent s'entraîner de la même manière et nous sommes reconnaissants que ce soit maintenant le cas, a réagi Tebas. Le président de l'Olympique lyonnais insiste encore et encore pour tenter d'infléchir la décision du gouvernement quant à l'arrêt de la Ligue 1. Les semaines se suivent et se ressemblent, et le temps ne semble pas atténuer le combat mené par Jean-Michel Aulas. Le président de l'Olympique lyonnais a envoyé une troisième lettre aux parlementaires dimanche dans la lutte contre l'arrêt de la Ligue 1 décidée par la LFP et s'est attiré les critiques du patron de la FFF. M. Aulas affirme de nouveau dans des extraits rapportés par le site internet du quotidien Le Progrès avoir eu confirmation par l'UEFA que la date du 3 août pour les fins de championnat était seulement une recommandation et n'était pas une date officielle ni une date culbutoire. Le dirigeant lyonnais qui souligne qu'Alexandre Séverin, le président de l'UEFA, a estimé que la décision en France de ne pas autoriser la reprise de la compétition était prématurée et demande de décaler la décision définitive d'arrêter le championnat comme l'ont fait d'autres pays européens ainsi que l'Assemblée générale de la Ligue 1 qui pourrait entériner une reprise. Boxe enfin. Evander Holyfield a affirmé que des discussions existaient entre Mike Tyson pour un match d'exhibition entre les deux ex-rois du monde des loups, même si aucun accord n'a été trouvé. L'affiche qui circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche pour annoncer un combat entre Mike Tyson, 53 ans, et Evander Holyfield, c'est le 11 juillet en Arabie Saoudite, n'est pas encore officiel. Voilà, c'est sur cette page sportive que met fin ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Début de semaine difficile pour le Togo dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour ce lundi, le pays a enregistré la mort d'un nourrisson de 10 mois et 29 nouveaux cas confirmés, portant à 330 le nombre des cas positifs que connaît le Togo. Face à l'avancée de cette pandémie, l'association des étudiants togolais boursiers en France se mobilise. Lutte contre la vente des produits illicites au Togo, une trafiquante de produits pharmaceutiques illicites dans les mailles de la police. Elle a été présentée ce matin à la presse. Programme des 100 jours en RDC en attendant la comparution lundi prochain de Vital Kamerhe. Son neveu Daniel Massaro, recherché depuis un mois, a été retrouvé et remis hier lundi à la justice. L'homme est supposé avoir servi d'entremetteur entre son oncle et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal dans une transaction en rapport avec la construction pour le compte de l'État congolais de maisons préfabriquées. Puis sport, football, le président de la Liga espagnole favorable à la reprise du championnat espère prendre exemple sur le championnat allemand.
Voilà, comme d'habitude, les dispositifs mis en place par les centres de santé pour se protéger lors des hospitalisations des malades. Voilà le sujet de la rubrique sensibilisation de ce mardi. C'est avec Alice Berthe Barandao. L'information sanitaire observe différentes mesures barrières pour éviter le mélange des malades du Covid-19 et ceux des autres pathologies. Dr Lacté Adassou Ponebe, généraliste, directrice des équipes d'intervention rapide dans le district numéro 4, indique comment les constantes sont prises lorsqu'arrive un malade. Il y a le thermomètre qu'on utilise, mais ces temps-ci, nous utilisons le thermoflash. C'est un thermomètre à distance. On ne touche pas le patient. Mais la maladie à coronavirus, ce n'est pas en touchant le patient qu'on se contamine, non. C'est pour cela qu'il faut à tout prix, après avoir fait quelque chose, laver les mains. Pour éviter qu'après, vous ne portiez cette main qui a touché quelqu'un vers les yeux, vers le nez ou vers la bouche. Donc, en te touchant, d'abord, il y a des gants que nous utilisons et après avoir touché la personne, on enlève ces gants, on les jette. Maintenant, après avoir enlevé même, on lave les mains parce que c'est très important. C'est très, très important de laver les mains. Donc, les thermomètres, on ne les utilise plus. On a le thermoflash qu'on utilise. Mais il y a d'autres choses qu'on est bien obligé d'utiliser à la personne, comme le tensiomètre. Mais après, on essaie de désinfecter ce tensiomètre-là pour pouvoir l'utiliser avec une autre personne. Alors, docteur, lorsqu'on remarque un cas suspect, qu'est-ce que nous sommes tenus de faire? Oui, lorsque vous voyez un cas suspect, veuillez appeler le 111. L'idéal maintenant, ce n'est pas que si je sens les signes de coronavirus, je prends un taxi en commun, un transport en commun, je suis dans le taxi avec les autres, je viens, peut-être que je ne fais pas la fièvre, donc le thermoflash à l'entrée ne me détecte pas, je vais me mettre dans la queue, je vais à la caisse, je vais ici, avant que dans la salle de consultation, maintenant on se rende compte que non, tu es un suspect et qu'il faut te mettre en quarantaine. Quand tu te sens suspect, appelle le 111. Et en fonction de là où tu es, le 111 appellera maintenant le district dans lequel tu te trouves et ce district va envoyer l'équipe d'intervention rapide vers toi et ils vont venir te faire le prélèvement. Ils vont te dire les dispositions qu'il faut prendre en attendant ce résultat. Si le résultat revient positif, ça veut dire qu'on viendra te chercher pour le centre de traitement. Mais si le résultat n'est pas positif, tu continues toujours par respecter les mesures et 4 jours après, si les signes persistent, on te fait encore un autre prélèvement. Si c'est négatif, c'est que c'est négatif. Tu avais autre chose. Maintenant, si ce n'est pas négatif et le deuxième test est positif, on va te prendre pour t'envoyer au centre de traitement. Il y a certains cas de décès, c'est parce qu'on les a détectés trop tard. Si vous sentez les signes, il faut très tôt appeler le 111 qu'on vienne vous dépister. Parce que en traînant, vous pouvez en mourir. Si vous voyez le 10e décès, aussitôt dépisté, aussitôt mort, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas que la personne était dans un centre de traitement et il est... Non. À peine on dépiste, à peine la personne décède. Bon, c'est vrai aussi, la personne est revenue de voyage. Mais il faut vite se faire dépister si on voit que nous avons des signes de coronavirus. C'est important. Il faut oublier ces stigmatisations dont l'on fera l'objet. C'est notre santé qui est importante. Et puis ce n'est pas une maladie de la honte. Non. C'est un vent qui souffle dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Togo. Et la population n'a qu'à arrêter aussi de stigmatiser. Oui. Plutôt, elle doit nous aider si le personnel de santé est venu dans une maison et la population remarque qu'à chaque jour, nous venons dans la maison. Au lieu de stigmatiser, aider ces gens-là à respecter les mesures barrières. Si vous les voyez sortir, alors qu'ils sont supposés ne pas sortir, vous les ramenez à l'ordre gentiment, calmement. Actuellement, cette maladie-là, ce n'est pas je me protège seulement et puis c'est fini. Ou soit je fuis la personne là et puis c'est fini. Non, vous fuyez, vous ne savez même pas où vous allez. Donc, il faut que la population nous aide. Si vous voyez un cas suspect, appelez-nous. Vous voyez que nous venons visiter quelqu'un, mais il ne respecte pas la quarantaine, appelez-nous. Mais ne les fuyez pas. Il faut de la compassion avec eux. On ne dit pas d'aller chez eux, chaque matin les saluer, non. Mais de voir est-ce qu'ils arrivent à respecter les mesures barrières et de les aider à oublier cette quarantaine-là auquel ils sont soumis. Mais en les insultant, bien en les montrant du doigt, vous empirez la situation psychologique à leur niveau. Voilà, appelons le 111 lorsqu'on remarque un cas suspect dans nos communautés. Aussi vite qu'une personne est bien prise en charge, aussi vite elle a la chance de guérir.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg